Voilà, donc je t'ai dit, bonjour Nicolas, présente-toi un petit peu pour savoir qui tu es. Alors salut, écoute, je m'appelle Nicolas, je suis restaurateur de métier, donc dans la nourriture, pas dans la Mustang, même si ça m'aurait passionné, mais j'en ai fait ma passion et mon passe-temps. Donc aujourd'hui, je travaille, j'ai un hôtel-restaurant où on travaille en famille, et puis le reste du temps, quand il m'en reste, j'essaye de le vouer à la Mustang en l'occurrence, et aussi à la rénovation en général, parce que c'est ce qui me passionne le plus, c'est redonner vie aux choses anciennes, et essayer de leur redonner l'éclat qu'elles avaient pu avoir à l'origine, ou redonner une seconde vie aux choses. Et qu'est-ce qui t'a amené à la Mustang? Pourquoi la Mustang? Pourquoi la Mustang? Ce qui est marrant, c'est que personne m'a forcément amené à la Mustang par passion, par le fait de m'avoir emmené quelque part. Ça a été un pur hasard. L'histoire est assez basique et assez idiote. Nous sommes un soir dans un bar, on voit une belle voiture de sport passer et on se dit avec mon pote, tiens, un jour on en achètera une, ou un jour on aura un véhicule de prestige, ou du moins un véhicule qui sort de l'ordinaire. Et ce jour-là, vraiment à cet instant, c'est pour ça que je me souviens de ce jour-là particulièrement, je me suis dit, mais pourquoi on dit toujours demain? Et ce jour-là, je me suis dit, quel moyen financier, puisqu'il commence par ça quand même, je peux y consacrer pour concrétiser un projet qui serait un projet de restauration, parce que je bricolais déjà beaucoup, et là il me fallait un grand projet, et ça aurait pu être une voiture. Donc j'avoue que je suis pas arrivé directement sur la Mustang, j'ai commencé à feuilleter, à regarder un petit peu déjà ce qui est rentré dans mon budget. Et la Mustang est vite arrivée là, à restaurer, et là il n'y a pas fallu longtemps. Là. La Mustang, en fait, je m'étais dit, mais pourquoi ça n'a pas été évident tout de suite? Ça aurait pu être évident tout de suite. Comme enfant, je connaissais la Mustang. Et c'était à quelle période ça du coup? Là, on est en 2003. Ouais, donc okay. Il y a 20 ans. 2003. Et commencent les recherches, commence la familiarisation avec la voiture, avec son histoire, avec la rencontre. Avec la rencontre de gens, j'ai une rencontre assez importante à ce niveau-là, donc j'ai la chance d'acquérir un premier véhicule qui est un fastback de 1965, boîte méca à restaurer, et puis c'était aussi l'occasion de montrer si j'étais capable de commencer un projet et vraiment d'aller au bout, et de le finir, il y avait un combat contre soi-même, tout en prenant du plaisir et avec ce côté passion. Et étant hôtelier, on avait une grande manifestation à Cambrai qui s'appelle American Journey. Et puis à l'hôtel dormaient des gens qui participaient. Donc j'ai dit, tiens, moi je restaure une Mustang. Et je connaissais pas grand monde dans le milieu. Je faisais partie d'un club qui s'appelait mustangpassion.com. Et à part des gens via internet interposés, j'avais personne en live. Et ce jour-là, il m'a dit, écoute, viens sur la manif, et puis tu vas rencontrer, tiens, Xavier en l'occurrence, et puis tu verras. Et ça a commencé comme ça. Donc mes potes sont de Reims. Et puis j'ai commencé à participer à leurs événements à Reims, et puis la communauté des Mustangs s'est vite agrandie, et puis de là, on se spécialise, puis le temps passe, et puis c'est la recherche des pièces, Noël quand elles arrivent, Noël quand on déballe, quand on les monte, et puis au fur et à mesure, du côté un peu ingrat du nettoyage, de la réhabilitation des grosses pièces de carrosserie, on arrive ensuite à la finition, et qui donne tout son éclat à la voiture, jusqu'au plaisir de l'avoir de nouveau roulé, avec les problèmes administratifs que ça peut représenter, tout ça. Voilà. Cet ensemble, et puis après on est piqué, on s'arrête plus. Et donc dans ton cas, on comprend bien que c'est l'aspect restauration, partir d'une base et en faire un produit fini, ouais, où tu fais tout toi-même. Ouais, j'ai voilà, un point d'honneur, vraiment un minimum d'intervention. Donc au fur et à mesure du temps, de moins en moins. Quoi. Voilà, donc ça tu fais le maximum toi-même, ouais, tu apprends, tu fais depuis 20 ans. Et au-delà de l'aspect, mécanique, restauration, est-ce que la Mustang, la communauté, la passion, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te fait des rencontres, des sorties, voilà, toute cette partie-là, qu'est-ce que ça... c'est comme tout, ça, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a le côté
technique et puis la voiture en elle-même, mais il y a surtout tout ce qui gravite autour, tout cet environnement. Je me souviens de sorties en Belgique justement lors de grands meetings de Mustang, où comme novice, puisque c'était mes débuts, je découvre les voitures, et je découvre des gens, on se revoit vite par la suite, la communauté, les clubs, et puis la seule chose que je regrette, c'est que mon métier, travaillant le week-end, me laisse peu de temps pour y participer. Ça, c'est vraiment une assez grosse frustration. Je me souviens de concerts sur 2 jours, en dormant sur place la nuit, avec ce que vous pouvez imaginer de soirées à discuter mécanique, passion, rencontrer des gens venus des 4 coins de la France, se promettant de se revoir, et finalement c'est ce qui se passe, parce que voilà, c'est une grande communauté assez soudée. Et puis de là... Dès là, les choses sont parties. Je perds un peu mon fil, mais tu me disais donc pour qu'est-ce qu'il m'avait. Parce que ça, hors aspect rénovation, restauration, mécanique, qu'est-ce que la communauté, entre guillemets, t'apporte, ou qu'est-ce que la passion t'a fait découvrir, je sais pas, rencontrer des gens, voyager. Il y a la rencontre, les voyages, un super road trip avec mes potes de Reims justement aux États-Unis, 15 jours à rien prévoir le lendemain. Ça, c'était mémorable, forcément axé sur la Mustang. Bon, je vous imagine le point de départ. Alors, anecdote, je vois mes potes arriver avec 2 grosses valises. Moi, j'avais un gros sac, certes, pour 15 jours. Je dis, vous foutez quoi avec 2 grosses valises? La moitié est vide. Parce que ça vient avec des pièces. Et voilà, et là je me sentais con, parce que moi, j'avais pensé, mais eux étaient un petit peu habitués. Et le but, c'était ça. Donc, on a fait tous de Los Angeles à San Francisco, en passant par Las Vegas, l'usine à Shelby, le musée, tout ce qui pouvait tourner, San Francisco forcément avec Bullitt, et puis tout ça. Donc ouais, là on vit des moments vraiment uniques, tous axés avec la même passion, et puis ça crée des liens, et à un moment donné on s'en passe plus, on partage, et puis après il y a aussi les échanges pour les trucs techniques. J'ai un problème là-dessus, tu l'as déjà eu, tu peux et puis on se renseigne. Et ça, ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi essayer d'apporter. Alors aujourd'hui, j'en ai pas trop l'occasion, je suis pas un grand, spécialiste de la cam et tout ce qui va avec. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait donner comme conseil. C'est toujours un amateur pour les amateurs. Tu vois, c'est pas un pro qui s'adresse aux amateurs, c'est un mec qui a découvert comment ça marchait, et faut gagner du temps et échanger, comment faire ci, comment faire ça. Alors voilà, il y a pas de garantie de résultat, mais si je peux communiquer ton numéro à tous les abonnés pour t'appeler. On a ce sera avec plaisir. Mais bon, pour t'appeler pour des conseils. Je veux bien, mais ça va. Ouais, j'ai peur d'être débordé. C'est du temps qui manque, mais sinon pourquoi pas, ce serait avec grand plaisir, parce que voilà. Et ça arrive, hein. J'ai des gens qui m'appellent des fois, amis de machin, qui m'ont dit, tiens, je sais que t'es fan de Mustang, machin, est-ce que qui joueraient en acheter une, est-ce que tu as quelques infos à nous donner? Alors c'est pas toujours évident, parce qu'on ne les achète pas à leur place. On est juste informateur, et puis on essaie de donner les bons conseils. Mais tu restes qu'un amateur, entre guillemets, t'as pas cette étiquette de professionnel qui... Ah non. Tu dis ça en conseil à titre gracieux, voilà. Complètement, c'est ça. Voilà. Non, mais quand tu es un professionnel et que tu conseilles, c'est ton métier. Voilà, t'as un objectif de résultat et t'as une obligation de résultat. Toi, c'est que du plaisir et du conseil, quoi. Comme je dis toujours, quand quelqu'un essaie de... J'en parlais récemment avec un copain qui veut acheter une bagnole et donc hésitait avec une voiture à restaurer, et ainsi de suite. Je disais, sincèrement, mets le budget, certes peut-être un petit peu plus que le budget que tu t'es alloué. Achète une voiture roulante et saine, même s'il y a quelques petits trucs esthétiques à faire, ça c'est très évident, et profites-en tout de suite. Sache que la restauration d'une voiture, il y a la motivation peut s'effacer. La perte de motivation, tout le monde passe par là. Et c'est franchement un combat contre soi-même, dont la première chose c'est la patience, la persévérance, et c'est pas impossible du tout, il y a pas de... Mais il faut en être conscient. Puis je pense aussi, il y a peut-être cet aspect, par expérience, mais un peu de... Pas que ça peut devenir un cauchemar, mais ce gouffre financier, mais faut pas que ça peut devenir je pense, passer du rêve au cauchemar. Là, exactement, tu le dis très bien, c'est du rêve au cauchemar. Il ne faut pas que ça reste un rêve. Et pas ni un gouffre financier, ni une problématique. Il faut de la place. On l'oublie souvent. Il faut énormément de place pour pouvoir entamer une restauration. Alors énormément, c'est moins la place d'un ou deux garages. Mais c'est de la place, il la faut, c'est ça. Et vice versa. Donc voilà, Et ces conseils, c'est juste des conseils qui paraissent très évidents, mais qui sont souvent très pratiques. Et puis, surtout, essayer d'en parler à bâton rompu.
vois, pas forcément toujours ces conseils balancés un petit peu à l'évidence, mais étudier. Enfin, quand on parlait avec, j'ai une amie avec qui je suis allé acheter une voiture la dernière fois, le but c'est aussi de comprendre ce qu'elle cherche et puis bien aussi de l'informer. Parce que la Mustang, c'est comme une voiture ancienne, c'est beau, mais attention, c'est ancien, ça a de l'âge, ça a des caprices, c'est pas d'une évidence, donc soit inconsciente, soit, comment on pourrait dire, pas trop exigeant envers le véhicule et te le rendre de toute façon bien entretenu et si la mécanique est saine, il faut bien savoir que c'est des voitures qui ont été quand même créées pour rouler tous les jours. Hein, donc ça, c'est pas un problème. Mais ça demande aussi un peu d'entretien et puis après, il n'y aura pas de problème, quoi. Mais il faut être tolérant. Tolérant, c'est le mot que je cherchais. Oui, puis je pense aussi que les exigences d'il y a 50 ans ne sont pas les mêmes que maintenant. Ah oui, non. Sans parler de l'état des routes, etc. Je pense qu'il y a des contraintes qui sont beaucoup plus. Je sais que quand je discute avec les gens, avec beaucoup de clients, c'est qu'ils me disent que, enfin clients ou d'abonnés, des personnes que je rencontre, c'est qu'ils me disent par exemple, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'époque, toutes les voitures freinaient mal, on va dire. Mmh. Maintenant, quand tu roules avec ta Mustang de 65, qui freine, comme les vieilles Mustang, mais sauf que le gars qui est devant toi, il a une voiture qui est de 2020, qui freine bien, qui éclaire bien, qui fait tout ça bien. Donc je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient, des fois la surprise qu'ils ont quand ils n'ont pas l'habitude, c'est qu'ils roulent avec une voiture qui a 50 ans sur des routes et avec des normes. Les vitesses sont plus élevées, tout est plus élevé, donc il y a des normes de modernes. Et donc tu te retrouves un peu au milieu de tout ça. Et il faut apprendre ça, il faut anticiper, il faut. Complètement. Voilà, c'est vrai que maintenant on peut y ajouter les assistances de freinage qui sincèrement facilitent beaucoup le freinage. Sinon, c'est simple, c'est la force qu'on y adapte, qu'on y met avec sa cuisse et ça freinera aussi fort qu'on appuiera. Alors un mec des fois ça peut être facile, mais pour une fille c'est des fois un peu plus compliqué. Et puis encore, il faudrait qu'on ait tous les réglages, que ce soit nickel, que ce soit déjà bien fait. Mais sinon, à partir du moment où on en a cette connaissance, c'est vraiment sans problème. Ça se conduit tranquille, ça se conduit avec l'âge que ça. Mais bon, j'ai fait le test avec ma mère, elle n'a pas du tout adhéré. Elle considérait, et assez basiquement, elle en attendait les réactions d'une voiture moderne, tout en étant conscient qu'elle conduisait une bagnole de 60 ans. Et là, j'avais l'impression d'avoir un fossé. Puis le problème aussi, je pense, c'est que les autres usagers ne se rendent pas compte que ta voiture freine beaucoup moins et tourne pas pareil et donc vont pas. Ouais, mais ça, je crois que c'est comblé avec l'anticipation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de rouler en Mustang, il le sait. Il anticipe un minimum. Donc, on n'est pas trop embêté. Enfin, moi, j'ai jamais de problème avec le freinage. Bien sûr, ce qui se passe. Non, mais j'ai freinage, parce que moi, ça me frappe quand je roule avec une ancienne. Je dis, le gars qui est devant, il va piler, parce qu'il dit, et toi, t'es derrière. Moi, je trouve que ce qui se passe, ce qu'on fait le plus avec nos bagnoles, alors, à part quelques-uns peut-être sur circuit, c'est ce qu'on appelle du cruising. On ouvre la vitre. On se balade, et on se prend plaisir. Un rayon de soleil comme aujourd'hui, on en profite et on prend l'air et c'est super. Donc dire on n'envoie pas nos bolides à 140 sur le national, ce qui est totalement interdit d'ailleurs. Mais même, on roule pépère. Donc, nous roulant pas à des vitesses extrêmes, le freinage va avec. Je pense que tout va avec conscience. Mais en effet, ça reste des bagnoles 60 ans et 60. Heureusement que les voitures d'aujourd'hui ont un freinage bien plus efficace qu'on l'avait à l'époque. C'est ça. Mais c'est un tout, c'est ce qui fait le charme aussi. Tu sais, cette odeur. Moi, il y a un truc qui me frappe, cette odeur d'essence brûlée, de vieux vin. Puis elles sont toutes la même chose. Elles ont toutes ce même. Mais moi, c'est pour monter souvent dans des vieilles Mustangs différents. Tu retrouves toujours ce même. Que j'achète à restaurer, là, comme la 64,5 là, qui est derrière, qui est arrivé il y a presque un an, là, tu vois. Et son odeur, t'as vraiment cette particulière, à croire que ça prend une empreinte de vieux, d'ancien, mais c'est une odeur. Alors en ce qui me concerne, je suis un peu particulier, mais il y a un truc qui me dérange pas. C'est comme si c'était une appellation à te faire remonter le temps et à revivre ce que cette voiture, tout d'un coup, elle te livre tout ce qu'elle a pu vivre. Et moi, c'est quelque chose que je trouve génial de pouvoir, mais c'est que les passionnés qui peuvent comprendre ce sentiment. Quand une voiture, une Mustang part avec son odeur d'essence brûlée qui sillonne, des fois c'est un peu débile, mais on aurait l'impression d'en avoir un manque de cette odeur de voiture ancienne, basique, quoi, si tu veux, de carburation, tout simple. L'huile, l'essence. Ouais, voilà. Bon, ce qu'on déteste, c'est l'odeur de liquide de refroidissement. Ça, bizarrement, ça c'est insupportable, parce que c'est forcément un bon signe, ouais. Et ça, je t'avoue, c'est la seule odeur que je peux pas supporter. Ouais. Et Gérard, pour pas clôturer, mais qu'est-ce que toi maintenant ça fait 20 ans que tu es, on va dire, dans les Mustangs, etc. Qu'est-ce que tu
conseillerais? Je veux dire, tu me dis qu'on vient souvent vers toi en te demandant, enfin souvent, souvent. ça arrive, ça arrive vers toi en demandant et ça avec grand plaisir. un conseil, mais je veux acheter une Mustang, comment je peux, qu'est-ce que tu conseillerais? Quelqu'un qui veut acheter une Mustang, qui ne s'y connaît pas spécialement, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah écoute, le conseil sincèrement que je peux donner, c'est déjà... Conseil d'un passionné à un nouveau passionné. S'informer. S'informer, c'est-à-dire prendre connaissance déjà de l'histoire de la voiture qui nous intéresse. Apprendre à la connaître. C'est déjà... Si on aime ça, ça sera sans problème, on s'informera sans... Voilà, apprendre déjà à connaître de quoi on parle. Les différents moteurs qu'il y a pu y avoir, ceux qui ont bonne réputation, ceux qui sont un petit peu plus fragiles, les années privilégiées. Alors ça, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Entre les premières sessions, voilà, on dira que la Mustang va de 65 à 69, 70. Ouais. Voilà, pour les années les plus... après, ça s'élargit, mais donc voilà. Voilà, quelle est l'année déjà qui nous plaît. Il faut savoir ça, quel style de moteur, qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on est un amateur qui veut de l'origine? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut faire quelques concessions, quelques modifications parce qu'on veut que ça gronde? Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Et au fur et à mesure de cette prise d'information, eh bien, on est sur les réseaux, on rencontre des gens, eux-mêmes nous apportent quelques conseils, et avec tout ça, on grandit, l'histoire grandit, et puis jusqu'au passage à l'acte et de trouver le bien en tout état de cause avec les informations qui permettent d'acheter dans de bonnes conditions. Et alors là, à savoir s'il faut acheter chez un professionnel, un particulier, une importation, je crois surtout, c'est de trouver, que ce soit le particulier, l'importateur ou le professionnel local, des gens sérieux. Voilà, sérieux et les papiers. Surtout que la passion et l'envie d'acquérir ne passent pas outre les vérifications. Parce que ça, après, c'est infernal. Ça, c'est la spirale infernale et voilà. C'était pas mal, hein. Ouais. C'est ça. Super, bah, bon. Merci pour tout.